à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Bonjour Laurent et Sora, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous inviter pour ce webinaire sur Art Wealth Management et Art Finance, nouveaux enjeux pour la gestion de patrimoine. Alors, ce thème est très important pour nous. Je suis Amélie Debria, je suis co-directrice de l'Institut de gestion de patrimoine avec Frédéric Gonan. Et nous dirigeons plus particulièrement l'executive master en gestion du patrimoine artistique privé, qui fait intervenir Laurent Issora, qui a toujours été très présent lorsque nous avons commencé à vouloir le monter. Et il a été très précieux par ses conseils, par ses interventions. Et c'est aussi grâce à lui que nous avons pu le monter, cet executive master en gestion de patrimoine artistique privé. Alors, quelques mots pour vous présenter cette formation. C'est une formation qui a été aussi créée grâce à Christie's, qui est partenaire de ce master en gestion de patrimoine. Donc, c'est un beau mariage, Paris-Dauphine et Christie's. Wealth Management, on connaissait puisque l'Institut de gestion de patrimoine à Paris-Dauphine existe depuis plus de 20 ans. Nous avons toujours monté des formations sur la gestion de patrimoine, donc très orientées sur des points précis en fonction de notre public. Et là, effectivement, on s'est aperçu que c'était très important de créer cette nouvelle formation pour les raisons que va nous exposer Laurent Issora juste après ces quelques slides. Donc, Paris-Dauphine propose en collaboration avec Christie's une formation continue de haut niveau en gestion de patrimoine appliquée aux spécificités de l'art. Alors pourquoi ? Parce que c'est un marché en plein essor, parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait de formation sur ces points, parce qu'il y avait vraiment une légitimité de le faire avec Christie's. Dauphine Christie's, c'est une belle union. La Société Générale est aussi un de nos partenaires très importants, et ça, on va le voir tout de suite. Donc, une demande croissante des clients, un enjeu concurrentiel, un besoin de professionnels vraiment sur ces sujets qui sont extrêmement précis. Donc, pour qui ? Pour deux publics. On met en relation deux publics. Un public qui est plutôt issu donc de la gestion de patrimoine, des banquiers privés, des conseils en gestion de patrimoine indépendants, des family officers et des collectionneurs. Et parallèlement, des personnes qui viennent du monde de l'art, donc des galeristes, des commissaires-priseurs, des art advisors, des experts comptables, notaires, avocats. Alors ça, c'est plutôt dans l'autre colonne, mais qui ont des clients d'artistes. Alors, pour faire ce master, il a fallu donc créer un parcours que je vous conseille d'aller voir sur le site. Donc, master en gestion de patrimoine artistique privé, donc à Paris-Dauphine. Donc, on a, comme vous le voyez là, vraiment des cours sur la finance, sur l'économie et sur le droit, donc très spécifiques. Et puis, évidemment, très, très appliqués au marché de l'art. Donc, avec des cours de, par exemple, succession d'artistes, ce n'est pas de droit des successions normales, succession d'artistes, philanthropie appliquée à l'art. On a aussi une London Week très importante et donc qui est organisée avec l'aide de Christie's Education à Londres. Alors, ce qui est important, c'est que ces deux mondes dont je viens de parler permettent à chaque personne qui participe à cette formation de créer un réseau relationnel. Donc, en faisant des choses, effectivement, on a par exemple un travail dirigé qui permet de comprendre ce qu'est la valeur de l'art, puisque les participants organisent une exposition d'art contemporain.
Et donc, toutes ces expériences, que ce soit la photo à droite qui est la semaine à Londres, au milieu, c'était chez Christie's lorsqu'on étudie les rudiments enfin, de l'art africain, lorsqu'on va voir des galeries d'artistes, etc. À chaque fois, tout ça permet effectivement de se rencontrer et de créer un réseau, que ce soit entre participants ou entre participants et professeurs, enfin, et intervenants. Alors, Laurent Issora, comme je le disais au début de ce webinaire, vous avez été très, très présent. Vous êtes une des premières personnes que nous sommes allés voir quand nous avons voulu créer ce master et vous avez été d'un dynamisme et d'un accueil tout à fait remarquable et nous sommes donc très heureux de cela. C'était très important pour nous parce que vous êtes responsable des services d'art banking au sein de la Société Générale qui est notre partenaire depuis longue date à l'Institut de gestion du patrimoine. Donc, on ne connaissait pas très bien ce service avant de vous rencontrer. Maintenant on le connaît bien grâce à vous. Et vous avez votre métier, vous avez vos buts d'assister les clients privés de la banque dans les domaines de l'art et pour les accompagner et à créer et à gérer, et éventuellement à se séparer, à transmettre ou à vendre leur collection. Donc pour cela, vous vous êtes formé à Londres. Vous avez suivi un master chez Sotheby's Education à Londres, donc spécialisé dans ces domaines-là. Mais avant cela, évidemment, privé à la Société Générale, que ce soit à Paris ou à Londres pendant 10 ans. Et vous avez toujours été très, très investi dans la vie culturelle d'une façon générale, et très particulièrement, vous êtes très intéressé par l'art contemporain. Je pense que c'est votre spécialité, même si vous êtes tout à fait compétent dans un tas de domaines de l'art. Mais votre dada, c'est l'art contemporain, me semble-t-il. Et n'hésitez pas à me couper ou à me contredire si jamais c'était différent. Donc, je vous laisse volontiers la parole. Art Wealth Management et Art Finance, nouveaux enjeux pour la gestion de patrimoine. Merci beaucoup Amélie pour cette superbe introduction qui pose bien le débat. Bienvenue à tous et à toutes à cette introduction au Art Wealth Management et au Art Finance. Je ne vais pas revenir sur en tout cas pas longuement sur ma trajectoire professionnelle, peut-être simplement vraiment insister sur le fait que à la base je suis un banquier d'investissement. J'ai fait 20 ans de financement de rachat d'entreprises dans le cadre d'opérations de croissance externe et ensuite beaucoup dans le cadre d'opérations de prise de contrôle par des fonds d'investissement, donc des leverage buyout, dont une dizaine d'années dans la City de Londres, donc pour le compte de Société Générale. Et comme le disait Amélie, j'ai fait à un moment donné, j'ai eu la chance de découvrir à travers le Sotheby's Institute of Art eh bien, l'ensemble de ces formations qui sont disponibles notamment à Londres, qui à l'époque étaient disponibles finalement surtout à Londres. Un peu plus tard, je suis parti chez Christie's faire mon master. Enfin, c'était le moment de ma vie où j'ai pu me consacrer pendant 12 mois intégralement à l'histoire de l'art moderne et contemporain. Et de retour en France, donc là on est en 2015-2016, engagé une conversation avec la direction générale de la banque privée de mon groupe Société Générale sur le thème des services qu'il était possible de proposer à des clients, clientes, prospects de la banque privée en France et à l'international. De cela ont découlé un an et demi d'études de marché, de structuration de business model, de tests, et on peut dire que véritablement notre dispositif a été lancé en 2018 et il est encore en pleine montée en régime en France et à l'international. La raison pour laquelle je vous montre cette image,
que vous avez à présent à l'écran, c'est bien sûr c'est pour faire joli d'abord, mais pas seulement pour faire joli. C'est parce que l'objet que vous avez à gauche de cet écran, vous le reconnaissez, enfin vous en reconnaissez évidemment le sujet, il s'agit du Christ. Il s'agit plus spécifiquement d'un tableau qui a été réalisé à l'huile sur un panneau de bois autour de 1500, ça c'est à peu près certain. L'objet a été longtemps attribué à un artiste italien nommé Boltraffio. Et en tant que tel, cet objet a été vendu pour la somme de 55 livres sterling dans une salle d'enchères au Royaume-Uni, donc dans les années 50. Je vous passe les détails. Cet objet, finalement, va être attribué à Léonard de Vinci et être vendu chez Christie's à New York dans le cadre d'une vente d'art d'après-guerre et contemporain, ce qui est assez intéressant pour un objet produit au tout début du XVIe siècle, pour la somme de 450 millions de dollars. Vous avez face à vous l'objet le plus cher jamais vendu aux enchères dans le monde de l'art. Et puis, plus récemment, depuis un certain nombre de records ont continué de s'égrener au fil du temps. Très, très récemment, vous avez peut-être suivi cette vente de la Marine que vous voyez à présent pour la somme de 195 millions de dollars. C'était il y a un mois. Il y a 3 semaines à peine, ce très bel exemplaire de technologie automobile tiré en 2 unités par les usines de Mercedes a été vendu 135 millions de dollars. C'est une vente qui avait été organisée confiée à RM Sotheby's, organisée dans le musée Mercedes en Allemagne. Les participants étaient triés sur le volet, donc c'était extrêmement privé. Et on peut véritablement dire, et ça va bien avec cet objet qui a l'air sur le point de s'envoler dans les airs, eh bien, les prix se sont envolés. Jamais une voiture n'avait été vendue à ce prix. Jusque-là, les records étaient plutôt autour de 50-60 millions de dollars. Et quelque part, ces exemples donnent une forme de crédit à cette prophétie, entre guillemets, qui avait été prononcée par Francis Outred, qui était le patron de l'art d'après-guerre et contemporain pour Christie's, pour l'Europe et d'autres parties du monde, qui avait annoncé qu'il verrait de son vivant une œuvre d'art se vendre pour le prix de 1 milliard de dollars. Je ne sais pas si cette annonce un peu divinatoire et sur le point va un jour se concrétiser. En tout cas, avant la vente de Salvatore Mundi pour 450 millions de dollars, ça paraissait extrêmement ambitieux. Aujourd'hui, cela entre peut-être davantage dans le domaine du possible. Et ces valeurs croissantes dans le monde de l'art, aujourd'hui on estime, c'est le rapport Deloitte Art Tactics qui est édité tous les ans, tous les 2 ans, et que je vous invite d'ailleurs à consulter puisqu'il est librement consultable, downloadable, sans qu'il y ait de coûts impliqués pour vous. C'est une véritable mine d'informations. Dans le dernier rapport Deloitte Art Tactics, la valeur globale des objets de collection détenus par des collectionneurs et collectionneuses à travers le monde s'établirait autour de 1,5 trilliard de dollars. On n'est pas sur un montant monstrueux, mais enfin 1500 milliards de dollars, ça commence à quand même représenter quelque chose d'un peu significatif qui forcément fait réfléchir la communauté financière dans les sondages qui sont réalisés tous les ans ou tous les 2 ans par Deloitte et Art Tactics. Il y a des questions qui sont posées aux wealth managers, aux banquiers privés et puis aux collectionneurs aussi qui font partie de leur échantillon. Plus de 95% des wealth managers estiment qu'il serait nécessaire pour eux ou elles d'intégrer les actifs de collection dans leur approche patrimoniale. Les banques privées arrivent juste en dessous à 85% et 75% des collectionneurs et des collectionneuses estiment que les banques privées ont un rôle à jouer en matière d'actifs de collection et d'accompagnement. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque cette notion de Art Wealth Management? Pour quel type de clients ces services peuvent-ils être conçus? Parle-t-on uniquement des
ultra high net worth ou finalement d'une population un petit peu plus large. Qu'entend-on précisément lorsqu'on parle de prêts adossés à des œuvres d'art ou même en utilisant l'anglicisme lorsqu'on parle de art lending? Que faut-il penser de la notion d'investissement en œuvres d'art? Faut-il d'ailleurs, est-il recommandable d'aller dans cette direction? Voici quelques questions entre autres auxquelles je vais tâcher de répondre au fur et à mesure que nous allons dérouler cette présentation pendant, allez, en gros, la prochaine demi-heure ou les prochaines 40 minutes qui sont devant nous. Et pour introduire le sujet, je vous propose en fait de vous dire que nous allons passer par 3 phases. On va parler de Art Wealth Management, qui est vraiment le cœur, si vous voulez, de la présentation. On fera ensuite un focus sur le art lending et puis on terminera sur la notion d'art comme axe d'investissement financier. Puis on laissera un petit peu de temps, bien sûr, pour les questions-réponses. Alors, le Art Wealth Management, qu'est-ce que c'est? Le Art Wealth Management, c'est d'abord une forme d'accompagnement qui peut être proposée par des professionnels du wealth management, de la banque privée, de la gestion de patrimoine, qui permettent d'abord d'offrir un accompagnement en matière d'acquisition et de cession d'œuvres d'art et de collections. Ici, les enjeux financiers peuvent être tout à fait significatifs. L'enjeu financier à l'achat, bien sûr, c'est de payer la fair value pour l'objet qu'on se voit proposer, par exemple, par un particulier collectionneur qui vous propose un objet de sa collection à la vente parce qu'il ou elle a décidé à un moment donné de s'en séparer. L'objet proposé par un ou une marchand ou marchande d'art. Le risque, évidemment, vous le savez ou vous le subodorez probablement, c'est de payer très significativement au-dessus de la fair value de cet objet. Acheter un objet 3, 4, 5, 6, 10 fois son prix de revente éventuel si à un moment donné, il était question de revendre dans le second marché cet objet que nos clientes auraient acquis. Pour autant qu'il existe un marché secondaire, ce que nous voyons parfois, malheureusement, ce sont des personnes qui ont bénéficié d'une entrée de trésorerie suite à la cession d'une société ou suite à un héritage, avaient un intérêt un peu vague ou un peu même prononcé pour les arts, mais aucune forme d'accompagnement et qui ont commencé à acheter des œuvres de façon un peu indiscriminée en suivant leur passion, leur cœur, et 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, peut-être se sont lassés, viennent nous rencontrer et réalisent que malheureusement, ce qu'ils ont acheté peut-être pour 1 million d'euros n'en vaut aujourd'hui dans le second marché peut-être que 100 000, 150 000 ou 200 000. Ça, ce sont véritablement des situations qu'il est possible d'éviter, en tout cas, dont il est possible de minorer le risque de réalisation de façon tout à fait sensible, à condition d'être accompagné de façon professionnelle par des personnes qui véritablement ont la capacité d'analyser le marché, d'analyser un prix. L'acquisition d'une œuvre d'art, c'est une série d'étapes. Partir dans le marché, voir ce qu'il est disponible à un moment T dans le marché. Et le marché, ce n'est pas seulement la ville dans laquelle on vit, ça peut être la région, ça peut être l'Europe, ça peut être globalement le monde, en ce compris les États-Unis et l'Asie. Une fois qu'on a fait le point sur ce qui est disponible, qu'on a créé une forme de portfolio, eh bien, à l'intérieur de ce portfolio, d'un certain nombre d'œuvres, on va s'apercevoir que dans certains artistes qu'on recherche particulièrement, on va s'apercevoir que, disons, sur 15 œuvres, eh bien, il y en a 3 ou 4 qui vraiment méritent d'être acquises. À partir de ce moment-là, on va commencer à faire un focus, on va entrer dans un processus de due diligence. Les quelques œuvres qui auront survécu à ce processus de due diligence, qui aura permis de vérifier le titre de propriété du vendeur ou de la vendeuse, l'état de conservation de l'objet, son authenticité. Mais à partir de ce moment-là, on pourra entrer dans la vérification du prix, éventuellement engager une négociation et, in fine, lorsque tous les feux seront au vert jusqu'au bout, délivrer une transaction sécurisante dans laquelle on aura vraiment eu le sentiment d'avoir fait le tour de l'objet,
sans pour autant, évidemment, renoncer à l'aspect initial qui est la passion du collectionneur, de la collectionneuse, de l'amateur, de l'amatrice pour cet artiste dont l'œuvre a été convoitée. Du côté des processus de vente, évidemment, l'enjeu financier, c'est de maximiser un produit de cession, ce qui signifie eh bien, avoir déjà un objectif de prix qui soit raisonnable, réaliste, en ligne avec l'état du marché, et partant de définir une stratégie de cession qui va peut-être conduire à vendre un objet de gré à gré, donc directement, peut-être à un particulier, ou en tout cas en dehors d'une maison d'enchères, ou bien ça peut être la direction de la voie d'enchères, la maison d'enchères qui sera prise, mais qui dit maison d'enchères ne répond pas entièrement à la réponse, à la question, puisque la question qui va se poser, c'est quelle maison d'enchères, et à l'intérieur des univers des maisons d'enchères, si c'était par exemple Sotheby's, pour ne pas exclusivement mentionner Christie's, que nous aimons énormément, évidemment, et qui participe très très fortement à ce master, est-ce que cette collection de montres va être mieux valorisée ici à Paris ou à Londres, capitale européenne du marché de l'art, ou à New York, capitale mondiale du marché de l'art, ou à Genève, capitale mondiale du marché de l'horlogerie? Eh bien non, peut-être que dans certains cas, certaines collections de montres seront mieux valorisées par Sotheby's à Hong Kong, parce que les caractéristiques de cette collection font que c'est à Hong Kong qu'on trouvera les meilleurs acheteurs et qu'on sera dans la meilleure position possible pour maximiser le produit de cession. J'insiste beaucoup sur cet aspect parce que pour certains clients ou clientes, les enjeux financiers attachés à ces actifs sont tout à fait significatifs. Alors un enjeu financier, c'est très subjectif, ça peut commencer à 50 ou à 100 000 euros, parfois c'est 1 million, parfois 10 millions. Évidemment, toute une question de perspective et de taille de patrimoine. Parfois, on a des personnes pour qui un enjeu financier commence à 5%, 10%, 15%, 20%, 50% du patrimoine en actifs de collection. Évidemment, ça commence à faire énormément. Mais ce que j'essaye de dire par ici aussi, c'est que si nous nous sommes engagés, si ce sujet est si passionnant, c'est pas parce que l'art est un sujet de conversation passionnant, donne de nombreuses occasions de placer un échange avec un client, une cliente à un autre niveau que dans celui de la stricte finance. C'est bien parce qu'il y a des enjeux financiers que dans notre groupe, au sein de Société Générale Private Banking, nous avons décidé d'incruster et de développer cette offre. Ça va bien au-delà, évidemment, du seul goodwill. La deuxième dimension du Art Wealth Management, c'est vraiment l'administration de collection. L'administration de collection, ça commence par l'état des lieux de l'existant. En d'autres termes, pour ceux ou celles qui connaissent déjà le monde de l'art, et je sais qu'il y en a certains et certaines qui sont déjà dans cette partie, je veux parler de l'inventaire. L'inventaire, c'est vraiment le point sur cet ensemble d'actifs dont on est propriétaire et dont, pourtant, curieusement, nous remarquons que très fréquemment, le travail d'analyse, de mise à plat, n'a pas été réalisé. C'est vrai, parfois pour de jeunes collections qui viennent de se constituer, et bien sûr les amateurs se disent, bon, la partie administrative, ce sera pour plus tard, et parfois le plus tard, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Et puis, c'est aussi dans le cas de collections dont on aurait hérité que ce point détaillé n'est pas réalisé. Et pourtant l'inventaire de collection, c'est vraiment la pierre angulaire du management de collection. Il faut vraiment imaginer ce que c'est qu'un inventaire. Un inventaire, c'est une description, objet par objet, on va dire lot par lot, pour reprendre un terme utilisé par les maisons d'enchères, de chacun de ces éléments tangibles qui font partie du patrimoine individuel. On peut être amené à fixer un seuil de valeur en décidant, par exemple, qu'en dessous de 1 000 euros ou de 5 000 euros ou de 10 000 euros de valeur d'estimation, les objets n'entreront pas dans cet inventaire. Mais une fois que ce seuil a été fixé, l'idée est vraiment d'avoir une photographie
exhaustive de ce patrimoine. Donc, objet par objet. Lot numéro 1, tableau, peinture réalisée à l'huile de telle dimension, par tel artiste, à telle date, situé dans telle résidence, lorsqu'on a une résidence principale, par exemple, et plusieurs résidences secondaires. Éventuellement, quelques éléments d'information concernant les modalités d'acquisition, les factures, les certificats d'authenticité et autres éléments intéressants concernant chaque actif et ceci est absolument crucial, 2 informations clés, la valeur historique au moment de l'entrée de cet objet dans le patrimoine et la valeur à la date d'aujourd'hui. À partir du moment où vous avez une photographie de votre patrimoine qui ressemble un peu à ce que tout un chacun attend d'avoir de la part de sa banque ou de son wealth manager en matière d'actifs financiers, eh bien, vous êtes face à un reporting d'actifs tangibles, exactement comme vous l'auriez dans le domaine de la finance, de vos lignes d'actions, de produits structurés ou d'obligations. Et ce qui est fascinant ici, c'est que une fois que vous avez mis en place cet outil, vous vous apercevez que la valeur de ces actifs de collection, eh bien, elle n'est pas immobile dans le temps. Il ne s'agit pas d'une masse inerte d'objets, il s'agit au contraire d'un ensemble vivant. Certains objets vont voir leur valeur malheureusement décliner à travers le temps, d'autres seront relativement stables, et puis pour certains objets, la valeur aura explosé à la hausse. À partir du moment où vous avez cette photographie de votre patrimoine sous les yeux, vous avez la possibilité aussi de commencer à réfléchir à une, disons, administration un peu active de cet ensemble. Peut-être que si la valeur d'une peinture d'un artiste contemporain dont le marché serait particulièrement favorable et que cette œuvre aurait été acquise pour, par exemple, 25 000 $ et que la valeur actuelle serait de 500 000 ou de 1 million, vous pouvez vous poser la question de que dois-je faire? Le moment est-il venu de cette œuvre? Quel est l'avis de conseillers en art indépendants sur la question? Vous pouvez décider évidemment de garder cet actif en espérant qu'il continuera de se valoriser dans le futur, ou vous pouvez décider d'en vendre un exemplaire si vous avez plusieurs exemplaires d'artistes, d'œuvres par ce même artiste. Bref, vous êtes vraiment dans une position d'administration active de ces œuvres d'art et autres objets de collection. Mais lorsque votre inventaire est mis en place, vous avez la possibilité aussi de basculer vers d'autres dimensions du wealth management au sens le plus traditionnel du terme. La conservation physique, bien sûr, de ces objets, les accrocher de façon adéquate, veiller par exemple à ne pas exposer une photographie à la lumière directe qui vraiment, littéralement, irait détruire la matière même de la photographie, ne pas poser, accrocher un dessin dans une pièce d'eau, parce que bien sûr, vous auriez assez rapidement les effets de l'humidité sur le papier. Et ce n'est pas une situation qui est tenable dans la durée. Donc ça, on est en train de parler je vous parle de considérations qui sont des considérations de bon sens, mais la protection financière de ces actifs à travers des solutions d'assurance, ça, c'est quelque chose qui vraiment fait partie du b.a.-ba, en quelque sorte, de la gestion de patrimoine. Et pourtant, vous seriez absolument stupéfait et stupéfaite d'entendre à quel point un grand nombre de personnes qui sont propriétaires d'actifs de collection, et parfois des collectionneurs et des collectionneuses très sophistiqués, sont peu assurés, parfois mal assurés, parfois pas assurés du tout, et ce qui est le pire, parfois pas assurés sans le savoir. Alors ça, vraiment, là, ouais, évidemment, là, on est dans une situation terrible, mais pas assuré sans le savoir, c'est qu'il peut exister des trous dans une couverture d'assurance. Ces trous, ils peuvent être de nature structurelle. Vous avez une collection comprenant de magnifiques objets de grande valeur, de valeur, disons, allez, supérieure à 100 000 ou à 200 000 euros, mais dans les small prints de votre contrat d'assurance un peu général qui a été fait par une compagnie qui vraiment ne connaît pas les spécificités de l'assurance d'œuvres d'art, vous avez des sous-limites d'indemnisation qui seraient fixées par exemple à 10 € ou 15 000 €.
qui ferait que si votre Picasso, allez, valeur de 10 millions d'euros accroché au mur, venait à brûler, et que vous vous tourniez vers votre compagnie d'assurance, eh bien celle-ci vous dirait, oui, bien sûr, vous êtes parfaitement assuré à hauteur de 20 000 euros pour cet objet. Ça, c'est ce que j'appellerais une lacune, si vous voulez, structurelle dans votre police d'assurance. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lacunes documentaires. Si votre maison, si la maison de ce collectionneur dans lequel est accroché ce Picasso de 10 millions d'euros venait à brûler, bien sûr, vous tourneriez vers votre courtier ou votre assureur en disant catastrophe, la maison a brûlé. Alors, pour ce qui concerne le dédommagement pour la perte de votre propriété, en général, les choses sont assez bien faites. La documentation, elle est de votre propriété, votre titre de propriété, il est bien archivé via votre notaire, le service de cadastre et autres. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Pour ce qui concerne l'œuvre d'art, ce fameux Picasso accroché pour 10 millions d'euros au mur et qui a brûlé, eh bien votre courtier va vous demander, vous dire, bon, écoutez, votre police d'assurance est bien structurée, donc on n'a pas ce problème de lacune structurelle de plafond que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous pouvez monter nous pourrions monter jusqu'à 10 millions de dédommagements pour l'objet, puisqu'il n'y a pas de sous-plafond, par exemple, et nous avons une couverture très large. Maintenant, il vous revient de démontrer et de apporter la preuve formelle de la propriété de ces actifs, puisque l'assureur ne peut indemniser qu'à condition d'avoir la certitude de réparer un préjudice et donc d'avoir les éléments factuels, documentaires à disposition pour avancer dans son travail. À ce moment-là, se pose la question de la documentation de votre propriété, de vos titres de propriété, de la facture d'origine. Si vous avez tous ces éléments et que votre structure d'assurance fonctionne, très bien, vous irez jusqu'au bout du processus avec votre assureur. Si vous n'avez pas cette documentation, ou pire, si cette documentation existe en exemplaire unique, que vous l'aviez consciencieusement incluse dans une enveloppe, ce qui est très bien parce que ça montre que vous êtes ordonné, mais que cette enveloppe, vous l'avez accrochée derrière le tableau, dans le salon, et que la documentation a brûlé avec le tableau, vous êtes dans une position qui devient extrêmement inconfortable. Et le sujet des assurances, en d'autres termes, c'est beaucoup de bon sens, savoir se rapprocher des bons professionnels pour avoir les quelques réflexes qui permettent d'abord clairement le périmètre et la valeur des objets à assurer, ensuite mettre en place une police qui soit bien structurée, efficiente, de s'assurer que nos clients et clientes ont bien la documentation qui leur permettra d'activer l'assurance en cas de sinistre, et tout ça, bien sûr, à des conditions financières qui soient compétitives. Mais le wealth management d'actifs de collection, ça va bien sûr beaucoup plus loin. C'est aussi le wealth planning, la planification patrimoniale. Je dirais qu'un exemple à titre, lorsque l'enjeu est par exemple de transmettre des actifs à ses enfants ou à ses petits-enfants, eh bien le maître mot, évidemment, c'est l'anticipation. Là, on est dans le terrain de jeu habituel de tous les spécialistes de la gestion de patrimoine et de la finance et de la banque privée que certains et certaines d'entre vous êtes déjà. Mais typiquement, s'il y a, par exemple, un type d'actif qui se prête particulièrement bien au démembrement juridique, ce sont les œuvres d'art. Parce que le tableau de Picasso dont je vous parlais tout à l'heure, valeur de marché 10 millions d'euros, donc c'est la valeur à laquelle se feront les opérations de transmission du vivant ou dans le cadre d'une succession. On retient les valeurs de marché dans ces contextes-là. Si vous décidez d'utiliser la voie de la donation-partage, vous pourriez tout à fait démembrer juridiquement l'objet, distinguer en d'autres termes l'usufruit, le droit d'usage, de jouir de cet objet. Donc, le tableau au mur, ça, vous conservez cet usufruit, vous en transmettez la nue propriété à vos enfants, par exemple, ce qui vous permet, si vous avez entre 50 et 60 ans, d'avoir une assiette taxable qui ne sera pas de 10 millions d'euros, mais en l'espèce de 50%
de 10 millions, ce qui, bien sûr, vous permet de réaliser des économies tout à fait substantielles. Et si vous décidez d'aller encore plus loin, que vos enfants décidaient donc, vous leur donniez ces objets et que ces objets étaient conservés pendant plus de 15 ans, vous pourriez même aller encore plus loin en vue de conserver ces objets dans la famille en organisant un saut de génération à travers ce qu'on appelle la donation transgénérationnelle, ce qui permettrait à vos petits-enfants de devenir propriétaires d'objets moyennant le paiement d'un droit tout à fait modique de 2,5%. Donc on est vraiment dans quelque chose de très efficace en termes, en tout cas de beaucoup plus efficace en termes de transmission que d'attendre le moment d'une succession pour la transmission familiale de ces objets. Les arts et la philanthropie, c'est un autre axe, en particulier pour les wealth managers ou les banquiers privés qui sont sensibles à ce sujet de la philanthropie. Lorsque on identifie un intérêt pour les arts, une intention généreuse d'autre part, eh bien cela ouvre un formidable canal de communication avec des clients ou des clientes de la banque privée, high net worth, ultra high net worth, dans lesquels en fait la communication va consister d'abord à montrer le champ des possibilités, tout ce qu'il est possible de faire en matière d'art et de philanthropie, et en l'espèce, vraiment loin de se limiter à la création typiquement un peu au fantasme un peu que peuvent avoir certaines personnes de créer par exemple un musée qui finalement est beaucoup plus un fantasme et assez compliqué en réalité à faire. C'est tout à fait faisable, mais finalement c'est une ultra minorité de personnes qui vont aller jusqu'au bout de ce projet-là. Avant d'arriver à ce résultat, il y a une foule d'options. S'engager dans le domaine des arts et de la philanthropie, ça peut être aider une institution, un centre d'art, un musée, une manière formidable au passage de mettre le pied à l'étrier. Partons de là, après avoir gagné un peu en connaissance de l'écosystème, on peut commencer à envisager de créer une résidence d'artiste ou un prix d'art ou une bourse de recherche. Et sur l'ensemble de ces sujets, il y a des manières beaucoup plus astucieuses que d'autres de procéder. Et puis une fois que le champ des possibles a été analysé, expliqué, qu'on a eu cette conversation, eh bien, on passe dans les étapes traditionnelles de l'accompagnement en matière de philanthropie, à savoir on définit le cadre, le contexte dans lequel nos interlocutrices sont inscrits. Est-ce que cet acte généreux, je veux le faire vraiment à titre totalement personnel, ou est-ce que j'ai envie d'impliquer peut-être des personnes appartenant à notre cercle familial, frères, sœurs, parents, enfants ou autres, ou est-ce que j'ai envie d'impliquer l'entreprise dont je suis le fondateur, le principal manager ou actionnaire. Bref, là c'est vraiment l'analyse de la manière dont un projet peut être implémenté, matérialisé en fonction d'un contexte qui peut aller largement au-delà de la seule personne qu'on est amené à rencontrer. Et puis ensuite, on parle de fiscalité, de droit, de finance. Mais je dirais que ce qui est important dans une démarche, en tout cas dans la démarche qui est la mienne, et je précise ici au passage que toutes les opinions que je peux être amené à développer au fil de cette présentation, que j'ai déjà développée jusqu'à présent et que je vais développer par la suite, sont personnelles. Hein. Je ne parle pas ici au nom du groupe au sein duquel je travaille, même si toutes de choses évidemment dont je vous parle se matérialisent dans notre organisation. Mais je reviens à ce que je disais à l'instant. Les dimensions juridiques, fiscales, financières, c'est quelque chose évidemment d'essentiel, d'important, qu'il faut bien maîtriser, mais qui, de mon point de vue, ne mérite pas d'être évoqué au démarrage de la conception d'un projet qui serait ancré dans le domaine de la philanthropie. Beaucoup plus intéressant de commencer par explorer les affinités personnelles, les options envisageables, le contexte dans lequel on s'inscrit, et une fois qu'on a fait ce travail, on va décider d'entrer, de se mettre en action en choisissant une action aux côtés d'une association ou la création d'une fondation. Et cette fondation, on pourra décider qu'elle soit de plein exercice ou sous égide, ou peut-être qu'on décidera de créer un fonds de dotation.
Mais enfin, cette partie tuyauterie, si vous voulez, à mon avis, il est bon de la traiter plutôt en bout de course, plutôt qu'au démarrage, c'est beaucoup plus productif. Alors pour quel type de clients ces services de Heart Wealth Management peuvent-ils être conçus? Là, je vais partager un peu avec vous mon expérience et de façon assez surprenante, alors que tout à fait au démarrage de mon expérience dans ce domaine, il me semblait que nous allions nous adresser finalement principalement à des clients ultra high net worth ou vraiment top high net worth. En fait, on s'est aperçu que le champ des personnes intéressées par les sujets était beaucoup plus vaste et beaucoup plus divers que ce qu'on imaginait au départ. En fait, le spectre des personnes qu'on est amené à rencontrer est très large. À un bout du spectre, je vais peut-être vous étonner, vous avez des personnes qui, parfois, ne s'intéressent pas du tout aux arts. Et là, par exemple, je pense à ces situations de personnes qui ont hérité d'objets qui avaient été collectionnés par leurs parents ou leurs grands-parents, qui, eux, étaient des passionnés du thème, qui les passionnaient à l'époque. Et les enfants, en fait, n'ont pas du tout hérité de cette passion, par exemple, pour statuettes égyptiennes ou le mobilier ancien. Parce que les goûts ont changé. La décoration intérieure a évolué aussi dans le temps. Et ces personnes-là, en fait, peuvent venir à la rencontre du conseiller indépendant en art, du wealth manager, du banquier privé, avec une problématique qui est la suivante. Voilà, j'ai hérité de ces objets, c'était mon père ou mon grand-père qui en était le collectionneur. Malheureusement, ces personnes sont décédées. Je ne connais pas la valeur de ces objets. Pourriez-vous nous aider? Et puis, une fois qu'on aura défini la valeur, en fait, notre objectif, c'est tout simplement que ces objets soient vendus parce que d'autres propriétaires sauront en profiter beaucoup plus que nous et nous saurons faire un bon usage du produit de cession. Donc, voilà des profils que vous pouvez trouver à un bout du spectre. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous pouvez trouver à contrario, des profils de collectionneurs et de collectionneuses extrêmement chevronnés, souhaitant vous consulter sur une thématique qui peut être est-ce que ma police d'assurance est bien structurée? Est-ce qu'elle est compétitive en termes de pricing? Est-ce que vous pourriez m'aider pour consolider un avis concernant une stratégie, par exemple, de transmission de ma collection à travers une mise en société de mes œuvres d'art? Là, vous êtes sur des sujets quand même assez pointus. Et puis, entre les deux, vous avez des personnes qui viennent vous consulter parce que c'est la première fois qu'il ou elle envisage une acquisition un peu significative ou tout simplement souhaite vraiment construire à partir de rien, from scratch, une collection. Là, c'est bien sûr un exercice qui va s'étaler sur des années. Donc, on est vraiment sur des démarches de très long terme. Et puis, parfois, vous avez des personnes qui sont là juste pour le plaisir d'échanger autour d'une exposition, autour d'un artiste, d'une pratique, pour parler de philanthropie. Et en d'autres termes, vous êtes sur des profils de clientèle existantes ou prospectives extrêmement variés. Quelques mots sur le art finance au sens large. Je vais présenter vraiment en deux pavés principaux. Je vérifie l'heure. Nous sommes à peu près encore dans les clous. Je vais vous parler un peu de art lending et puis ensuite de l'art comme support d'investissement financier. Je crois que c'est important que vous ayez de partager quelques idées avec vous. La big picture, hein, la grande photo en matière de art lending, donc de prêts dont les garanties sont adossées à des œuvres d'art, c'est que c'est un marché qui se développe assez considérablement. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché dont la valeur est estimée dans le rapport Art Tactics et Deloitte que je mentionnais tout à l'heure, donc édition 2021, hein, donc toujours disponible si vous souhaitiez accéder à ces informations, c'est downloadable gratuitement. Donc on est sur un marché global de l'ordre de 24 à 28 milliards de dollars. Ce n'est pas une information, c'est quand même basé sur des estimations, des échanges un peu qualitatifs faits avec les leaders de ce marché. L'essentiel de ce marché, 80-90% de ce marché, c'est les États-Unis.
et en particulier les grandes banques privées américaines, où en fait les États-Unis, où le cadre réglementaire et législatif est tout à fait favorable, dans le sens que depuis les années 1950, il existe aux États-Unis ce cadre qu'on appelle le Unified Commercial Code, donc UCC, qui permet en gros de prendre des garanties sur des objets mobiliers, donc en ce compris les œuvres d'art, d'inscrire la garantie dans un registre dont la valeur juridique s'applique sur l'ensemble du territoire fédéral. Ce qui fait qu'aux États-Unis, le gros du business des banques américaines, et elles sont toutes actives, hein, les grandes banques dans ce secteur, consiste en fait à prêter à des individus fortunés, à prendre des garanties sur des œuvres d'art. Mais ce qui est magnifique aux États-Unis, c'est que ces œuvres d'art, elles peuvent être données en garantie en restant chez les emprunteurs, donc dans leurs intérieurs, dans leurs propriétés, leurs appartements et leurs maisons. Pour autant, la garantie au sens juridique du terme demeure parfaite. Elle est parfaite pour les prêteurs, donc c'est absolument formidable. Alors ce sont des prêts, je parle des prêts qui sont consentis par les banques privées, qui sont des prêts avec recours. Donc parfois d'autres actifs financiers sont donnés en garantie en complément, et ce sont des prêts qui sont consentis, disons, aux meilleurs, entre guillemets, clients de la banque privée. Je mets bien sûr des guillemets un petit peu partout. Il n'y a évidemment aucun jugement de valeur, mais enfin, c'est vraiment des prêts qui sont consentis à ces grands clients, assez liquides par ailleurs, et dont le risque est considéré comme de bonne qualité. Ensuite, vous avez d'autres acteurs qui sont davantage spécialisés dans le prêt qu'on va appeler sans recours ou quasiment sans recours, dont la principale garantie est constituée de l'œuvre d'art. Et là, en général, dans ces activités qu'on retrouve plutôt en Europe, vous êtes sur des prêts avec des possessions, c'est-à-dire que l'œuvre est vraiment donnée en garantie au prêteur qui va conserver cet objet dans ses coffres sous son contrôle. Et donc, en termes de structuration de prêts adossés à des œuvres d'art, vraiment, il y a deux critères de structure importants à avoir en tête et qui permettent quelque part de savoir à qui type de prêt vous êtes engagé. Il y a des prêts avec et sans recours, donc des prêts dans lesquels, avec recours, s'il y avait un défaut, vous pourriez non seulement mettre l'œuvre donnée en garantie, mais vous conservez le recours vers d'autres actifs de l'emprunteur. Sans recours, vous êtes plutôt vraiment avec un risque qui est centré sur un actif donné. Et puis ensuite, l'autre distingue. C'est avec ou sans dépossession. Est-ce que l'œuvre reste chez l'emprunteur ou est-ce qu'elle part sous le contrôle du prêteur? En termes de grandes lignes des caractéristiques de ces crédits, qu'on soit sur du prêt avec ou sans recours, qu'on soit sur du prêt avec ou sans dépossession, étonnamment, en fait, en termes de standards, en général, la LTV, la valeur prêtable sur des œuvres d'art, va s'établir autour de 50%. Alors 30, 40, 50%, parfois un tout petit peu plus, mais enfin en gros, on est dans ces ordres d'idées-là, du bas de fourchette d'estimation. Par exemple, vous avez une œuvre qui est estimée entre 1 et 1,2 million d'euros, vous prenez le bas de fourchette, donc ça donne 1 million, et puis vous allez pouvoir monter peut-être jusqu'à 50% de 1 million, donc 500 000 euros pour cette œuvre estimée entre 1 et 1,2 million d'euros. 50%, c'est que vous êtes un peu au maximum de la LTV que vous pourrez accorder, c'est probablement que vous avez confiance dans la liquidité secondaire du marché. Si vous êtes sur un artiste dont le marché est moins liquide, vous serez probablement, si vous décidiez d'aller de l'avant en tant que prêteur, sur une LTV un petit peu plus faible, peut-être 25%, 30%, 35%. Vraiment, évidemment, tout ça est décidé au cas par cas. En général, vous êtes sur des prêts d'une durée de 1 an, renouvelable. La durée de 1 an, elle est commode parce qu'elle permet d'évaluer au moment de chaque renouvellement si la valeur retenue à l'origine, 1 à 1,2 million d'euros par exemple, pour continuer l'exemple, est toujours d'actualité. Voilà, je vous propose de continuer maintenant pour parler de la notion d'investissement en œuvre d'art. Et là, on est vraiment sur un sujet qui, à mon sens, est assez critique, très important d'avoir les idées claires
sur ce thème, en particulier lorsqu'on est dans le domaine de la finance, puisque si vous présentez comme un wealth manager ou un banquier privé et que vous parlez d'art, il y a une association d'idées quasi automatique qui va se faire dans l'esprit de la personne qui vous écoute, qui est que vous allez parler d'investissement. Donc, sur ce sujet-là, il est important d'avoir une religion, un avis. Mon avis personnel est que lorsque vous voyez des graphiques tels que vous les avez à l'écran, qui montrent des index, des indices qui présentent une évolution de, entre guillemets, la valeur de marché des œuvres d'art à travers le temps, eh bien, vous avez ce genre de résultats. Le May Moses, c'est un des principaux indicateurs qui a été créé par Yang Ping May et Michael Moses, donc des chercheurs d'Amérique du Nord. Donc, c'est une société qui était rachetée par Sotheby's. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle le Sotheby's May Moses. Ces indicateurs, bien sûr, ils ont une grande valeur parce que ça permet de sortir, d'identifier des tendances, mais il y a un certain nombre de biais de construction. Dans ces indicateurs, il faut être absolument conscient de ces biais de construction. D'abord, ils sont situés, créés à partir d'une référence qui est les prix de vente aux enchères. Il y a très peu d'objets qui font l'objet de deux ventes aux enchères, qui font l'objet d'une vente aux enchères tout court, et deux ventes aux enchères encore moins. Et pardon si je ne l'ai pas expliqué pour commencer, en fait, la construction de ces indices, c'est vraiment l'idée que pour un tableau donné, vous avez un prix de vente à une certaine date, 1950, 1 million, et ce même objet va être vendu une deuxième fois aux enchères, en 1970 par exemple, pour 2 millions. Ces deux points de référence dans le temps vous permettent de déterminer une tendance. Et ensuite, vous prenez l'ensemble des objets ayant été vendus au moins 2 fois ou plus, et ça vous permet de créer ce genre d'indice pour la globalité du marché ou bien par sous-compartiment, les œuvres d'art contemporains vendues au moins 2 fois dans le marché, etc., etc. Ces œuvres qui sont vendues 2 fois dans le marché au moins, elles sont rares par rapport à la totalité de l'échantillon. Je crois que des recherches avaient établi que plus de 2,3 millions d'objets avaient été vendus au moins une fois dans les enchères, et c'était 35 000 objets qui avaient été vendus 2 fois aux enchères. Donc vous voyez qu'on est sur un échantillon qui est assez réduit. Ces graphiques ne tiennent pas compte des frais attachés à la propriété d'actifs de collection. Il peut y avoir des frais d'assurance, on en parlait tout à l'heure, des frais de conservation, de stockage et autres. Ces graphiques ne donnent pas non plus l'impact des frais de transaction dans le monde de l'art, qui peuvent, un aller-retour dans le marché de l'art, ça coûte minimum, allez, 25-30%, parfois c'est bien davantage. Donc ces graphiques ne tiennent pas compte de cela. Et puis surtout, les graphiques que vous avez sous les yeux, ils s'arrêtent autour de 2018, en fait, sur les 10 dernières années, si vous prenez la globalité du marché, donc tous ces différents compartiments, vous vous apercevez que vous êtes sur une tendance plutôt flat. Si vous enlevez 30% de frais d'opération, vous êtes net, en tout cas pour la personne qui fait son aller-retour, et vous avez acheté la globalité du marché, vous êtes plutôt sur un résultat négatif. Bien sûr, cela n'empêche pas que, et heureusement, que nous accompagnons, nous voyons de nombreux clients et clientes qui réalisent des plus-values conséquentes. C'est tout à fait possible de le faire. Mais il est impératif, pour des raisons commerciales, d'avoir conscience du fait que ces indicateurs que vous avez à présent à l'écran, eh bien, il faut les prendre vraiment avec une pincée de sel, comme diraient les Anglais. Il y a un vrai risque commercial à laisser entendre que les marchés de l'art sont irrésistiblement tirés à la hausse. Les records dont je parlais en introduction peuvent donner cette impression. C'est une impression qui peut être un peu trompeuse. L'écosystème du monde de l'art, par ailleurs, accepte parfaitement évidemment que les marchands d'art, les maisons d'enchères réalisent des commissions. C'est tout à fait important et c'est la manière dont fonctionne le monde de l'art. Ça, c'est considéré comme tout à fait légitime. En revanche, un collectionneur, une collectionneuse qui entrerait dans le marché de l'art juste pour faire des plus-values, eh bien, serait considéré dans le jargon
du monde de l'art, on appelle ça des flippers, des gens qui flippent des actifs, flippent des assets, achètent des œuvres pour les revendre. Dès que vous êtes identifié par le monde de l'art comme un flipper, en fait, les portes vont se refermer sur vous. Le monde de l'art déteste les investisseurs. Il faut en avoir vraiment bien conscience. Et ça ne concerne pas que les collectionneurs les plus purs. C'est vraiment quelque chose qui est partagé. Les artistes, les institutions, les musées ne donnent pas une bonne presse à ces personnes qui n'entrent pas vraiment sur la base d'une véritable conviction dans le domaine. Donc, il y a vraiment deux notions qu'il faut avoir en tête. C'est lorsqu'on entre dans ce segment d'activité, est-ce qu'on se sur une thématique de l'art comme un vecteur spéculatif? Personnellement, vous l'avez compris, je ne pense pas que ce soit une option, en tout cas, recommandable. Clairement, je ne pense pas que c'est la direction dans laquelle nous souhaitions aller, en tout cas au niveau de mon institution et à la date d'aujourd'hui. En revanche, l'art comme classe d'actifs, oui, il y a des enjeux financiers qui sont essentiels. Il est essentiel d'être bien accompagné en matière d'acquisition, de cession, d'authentification, d'évaluation, de constitution d'inventaire, d'outils d'administration de cette collection, de systèmes d'assurance, de réflexion patrimoniale quant à la transmission ou à la détention, ou à la manière de combiner un intérêt pour les arts et une intention généreuse. Il y a bien d'autres choses encore. Et là, on est vraiment dans un autre domaine. On considère vraiment que le principal dividende, entre guillemets, d'une œuvre d'art, c'est le plaisir esthétique. Ça ne se mesure pas en euros ni en dollars. On n'est pas dans le domaine de la spéculation. À ce jour, 100% des personnes avec qui j'ai pu échanger et à qui j'ai présenté cette vision-là nous ont dit « c'est parfait, ne changez rien ». Et en fait, quelque part, vous pouvez décider, lorsque vous entrez dans ce domaine, d'être du côté clair ou du côté plus obscur de la force. Et nous avons résolument décidé d'être plutôt du côté de Luke Skywalker que de son papa, Dark Vador. Voilà. J'ai un tout petit peu dépassé en termes de timing. L'idée, c'était surtout de vous donner quelques points de référence sur le sujet. Et si nous avons encore quelques minutes pour des Q&A, je suis tout à fait disposé à répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Laurent. Tout ça me semble très clair. Donc, j'invite tous ceux qui le veulent à poser les questions sur le chat et on prendra les questions. Alors, moi, je peux peut-être en poser une déjà, le temps que les autres s'inscrivent. Est-ce qu'au regard de tout ce que vous avez exposé, Laurent, on a une idée du coût d'une collection en dehors du prix d'acquisition des œuvres? En fait, les coûts de détention d'une collection en termes d'assurance, par exemple, ou en termes… De tout, d'administration, en fait, dans le sens large du terme. D'accord, c'est relativement modique. Alors, ça dépend de la taille de la collection. Sûr. En fait, je dirais que lorsqu'on est sur des objets en nombre permettant de conserver ceci dans ses propriétés privées, ses résidences par exemple, on ne va pas engager de frais de stockage. Et qui dit frais de stockage dit l'allocation d'un lieu sécurisé aux normes en termes d'humidité, de chaleur, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi des frais de transport, de la logistique, hein, pour amener les objets dans un lieu et ensuite peut-être qu'à chaque fois qu'on souhaiterait néanmoins voir une œuvre stockée dans un lieu, vous avez des frais additionnels qui peuvent s'ajouter, des frais de sortie du stock pour pouvoir regarder cette œuvre, la présenter éventuellement à des amis ou à des acheteurs potentiels. Donc, je pense que les frais de stockage, c'est quelque chose qui peut être un poste de coût un petit peu significatif dès lors que les œuvres sont stockées à l'extérieur de ses propriétés personnelles. Les frais d'assurance, en réalité, sont très, très modiques. Vraiment. Je ne voudrais pas là mentionner de chiffres parce que ce n'est pas le propos et nos amis assureurs ou courtiers tomberaient de leur chaise s'ils nous entendaient mentionner des primes aujourd'hui, mais c'est en tout cas très, très sensiblement inférieur à ce que pensent parfois
des clients et clientes qui hésitent à s'assurer parce qu'ils ou elles ont cet a priori que assurer des œuvres d'art, ce serait cher. En fait, en Europe, en France en particulier, mais en Europe, on est vraiment très, très compétitif. Je pense qu'aux États-Unis, les prix sont un peu plus élevés. Donc, en Europe, je pense qu'on est vraiment sur des niveaux de pricing qui sont relativement faibles. Les inventaires, donc ces systèmes d'administration de collection et qui commencent par l'état des lieux, c'est quelque chose qui peut être organisé à des coûts très, très minimes. Là, c'est vraiment une question de choix de partenaires. Certains partenaires vont facturer un tarif horaire, mais en général, ça va dépendre bien sûr du nombre de à expertiser. Dans d'autres cas, on peut s'organiser pour trouver des solutions encore plus proches, encore plus économiques, si vous voulez. Ça, enfin, on a toute une palette de solutions. Et puis ensuite, pour ce qui concerne l'administration, notamment informatique des données, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui sont très, très performantes, très peu onéreuses, hyper ergonomiques pour les utilisateurs. Et évidemment, on a toute une série de noms en tête. Et puis parfois aussi, si on décide de ne pas le faire le travail soi-même et de payer un professionnel pour bien transposer les informations d'un inventaire dans une base de données, évidemment, ça peut être du temps homme ou du temps femme, mais ça, en général, c'est fait une fois. Puis ensuite, c'est de l'actualisation. Une fois que l'inventaire a été réalisé, une fois que la base est posée, la mise à jour des valeurs, c'est quelque chose qui se fait de façon extrêmement simple, sans véritable engagement de ressources. Donc, je dirais que le vrai coût, en fait, dans une collection, et je m'inspire ici d'un art advisor américain majeur qui a conseillé de nombreuses fondations, c'est pas tant les coûts d'entretien que, si on voulait amortir en fait le coût d'une collection, que les commissions d'achat et de vente. En fait, là, vous avez vraiment un poste qu'il faut surtout ne pas négliger, qui est très important, qui est très difficile de comprimer, qui peut être comprimé dans certains cas. Par exemple, en achetant directement des œuvres auprès d'artistes, mais finalement, cette possibilité-là, elle n'est pas si importante que ça. Elle n'est pas forcément d'ailleurs tellement recommandable. Hein. Les galeries ont un rôle très important à jouer sur le premier marché. La première fois que les œuvres sont vendues dans le marché, le travail marketing et de formation, d'éducation des galeries du premier marché est absolument crucial. Ce sont vraiment des acteurs essentiels dans l'écosystème et je pense qu'il ne serait pas sain de recommander de bypasser ces acteurs clés qui quand même sont très engagés financièrement, commercialement et personnellement aux côtés de leurs artistes. Merci. Alors, entre-temps, d'autres questions sont arrivées. Alors, la première, en cas de vente de gré à gré, quel circuit préférentiel recommandez-vous à vos clients pour trouver un acheteur? Quels outils... Oui. Oui, et quels outils d'inventaire sont les plus utiles et faciles d'utilisation? C'est la même personne. D'accord. En fait, lorsqu'on est à la vente d'objets et que on souhaite donc le céder, on a la possibilité d'aller voir une maison d'enchères qui est en fait un premier pas qui permet déjà d'obtenir une estimation, un premier avis de valeur. On peut demander à une deuxième maison d'enchères de donner un deuxième avis. L'important ici, c'est d'aller vers des acteurs en qui on a confiance et qui acceptent, qui ont envie de travailler avec vous. C'est quelque chose qui peut être fait. Si on décide d'aller un petit peu plus loin en matière d'optimisation finalement de son prix de cession, on peut compléter cette approche. Alors, on peut être tout à fait convaincu par telle ou telle maison d'enchères qui va vous donner une estimation qui vous paraît intéressante et aller jusqu'au bout de l'exercice, donc de donner l'objet en dépôt, moyennant un contrat de consignation, et de faire confiance à cette maison d'enchères pour réaliser une vente à un prix aussi élevé que possible. Et puis les intérêts sont assez alignés, bien sûr. Les commissions perçues par les maisons d'enchères, elles sont directement assises sur le prix de vente, le prix marteau, et donc là, vous avez un bon alignement d'intérêts. Cela dit, si vous avez une difficulté à choisir entre les maisons d'enchères et que vous décidiez d'aller vers des conseillers en
art indépendant, ben, vous avez une deuxième option ici, qui est de travailler avec des personnes qui ne sont pas des marchands, qui ne sont donc ni des galeristes, ni des marchands d'art, ni des maisons d'enchères. Ça, c'est assez intéressant de travailler avec ce type d'acteurs parce qu'ils sont neutres à la base en termes de choix de maisons d'enchères. Eux, leur travail, ça va être vraiment de vous dire, voilà un niveau de prix qui nous paraît réaliste et voilà la stratégie que nous vous recommandons. Et dans ces stratégies, il peut y avoir la direction des ventes publiques, mais il peut y avoir aussi la direction d'un marchand qui serait extrêmement désireux d'obtenir un actif et qui est un débouché potentiel, ou bien ça peut être d'autres collectionneurs à travers le monde. Et la difficulté lorsque on est un particulier, c'est d'avoir accès à cette base de collectionneurs, bien sûr. Et c'est là que vous avez besoin de professionnels du marché de l'art en qui vous pouvez avoir confiance et qui vont vous accompagner dans cette identification des acheteurs potentiels. Je voudrais juste compléter ce que je... Donc, voilà ma réponse, en fait, à cette question. Et juste préciser une chose, c'est que, à contrario, lorsque vous êtes du côté acheteur, en termes de profil de risque, vous achetez à une maison d'enchères, vous avez un certain nombre de garanties professionnelles qui vous sont données par la maison d'enchères. Par exemple, sur l'authenticité de l'objet. On vous dit que vous achetez un tableau de Claude Monet, c'est écrit dans le catalogue tel quel, on n'est pas en train de parler de attribuer à ou école de Claude Monet, c'est Claude Monet, c'est-à-dire que la maison d'enchères, elle est engagée là-dessus, et ce pendant une certaine durée. Même chose pour les marchands, qui engagent leur responsabilité professionnelle et qui sont d'ailleurs assurés en cas de discussion ultérieure et de contentieux. Il y a des assurances professionnelles pour assurer ce risque. Lorsque vous êtes l'acheteur d'un objet auprès directement d'un particulier, vous ne bénéficiez pas de ces garanties-là. Et il y a toute une charge, en fait, qui vous revient de réaliser en termes de due diligence. Est-ce que l'objet a une provenance impeccable? Est-ce que le titre de propriété du vendeur ou de la vendeuse est indiscutable? Si l'objet a été produit avant 1945, figure-t-il dans les bases de données qui recensent les œuvres, par exemple, spoliées par les Allemands durant cette période allant du milieu ou de la fin des années 30 jusqu'à 1945. En tant que particulier, vous n'avez pas accès véritablement à ces bases de données-là. Donc je dirais que lorsque vous vous engagez côté achat dans une transaction de gré à gré, il est absolument impératif d'être bien conseillé parce que votre niveau de risque est très très élevé. Et par ailleurs, si après la transaction, il y avait un contentieux, le fait d'avoir acheté une œuvre qui pose problème plus tard sans avoir réalisé ces due diligence, en fait, et que l'affaire se retrouve devant un juge, si vous n'avez pas fait ces due diligence, en fait, le juge a de fortes chances de considérer que finalement, vous avez été un peu négligent dans votre approche. Et ça, en termes de résultat d'un processus judiciaire, ça peut peser assez lourd. Donc, dans tous les cas de figure, et a fortiori lorsqu'on est en train de parler d'une opération de gré à gré à l'achat, il est impératif d'être bien conseillé. En tout cas, là, clairement, on a une vue extrêmement limpide sur ce sujet-là, Amélie. Très bien. Quelle valeur appliquer à l'expertise en matière d'assurance? Quelle valeur appliquer en matière d'expertise? Alors, je ne suis pas certain, en fait, de bien comprendre la question. Quelle est la personne qui a posé cette question? Peut-être que cette question peut être précisée? La valeur d'expertise, en fait, ça peut être une valeur d'expertise lorsqu'on fait expertiser un objet et que derrière, on utilise cette expertise à des fins d'assurance. Peut-être de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, cette expertise, elle a le mérite d'exister. Elle donne un point de référence. Si à un moment donné, alors l'expertise, elle n'a de valeur que pour autant qu'elle se rattache à un professionnel reconnu. Hein.
si vous avez un marchand d'art qui réalise une expertise, ce qui peut arriver, sur un artiste autour duquel il ne fait pas autorité, ce marchand d'art, cet expert, la valeur de son expertise va être finalement assez modique. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en cas de sinistre, la compagnie d'assurance peut être amenée donc à dédommager. Ce dédommagement, il va se faire sur la base, sauf si on est en valeur agréée, c'est-à-dire qu'il y a eu un agrément préalable, objet par objet, ça peut exister, mais ça, ce sont des cas plutôt exceptionnels, ça peut exister, ça peut se faire, mais autrement, l'assureur, en fait, va regarder la valeur de marché pour indemniser l'assuré qui aurait subi le sinistre. À ce moment-là, l'assuré, en fait, va produire un certain nombre d'éléments pour dire, voilà, la valeur de cet objet, c'est tant parce que j'ai fait faire une expertise de telle valeur. Et la compagnie d'assurance, à ce moment-là, eh bien, va vérifier si cette expertise est crédible ou pas. Et si, depuis que cette expertise a été réalisée, la valeur de l'objet a baissé, ou bien si, pour commencer, l'expertise avait été surévaluée ou mal faite, eh bien, il y aura une discussion qui va s'engager, parce que, dans le principe, dans les assurances, en fait, il y a un principe qui est que, suite à un sinistre, le sinistre ne doit pas être une cause d'enrichissement. Suite à un sinistre, on peut être indemnisé, ça c'est normal, mais on ne va pas s'enrichir. Donc, c'est très important de savoir que les compagnies d'assurance vont veiller à ce qu'il y ait une juste indemnisation à l'intérieur des clauses qui sont prévues par le contrat, mais qu'il n'y ait pas d'enrichissement. Donc, si la valeur d'expertise était surévaluée par rapport à la fair value de marché, on est dans une situation, bien sûr, qui va générer une discussion avec l'assureur. Voilà, donc la personne a précisé donc, sa question, comment peut-on contester la valeur d'expert retenue par la compagnie d'assurance? Je pense que vous avez un peu répondu. Oui, en fait, oui. Là, c'est vraiment une discussion qui s'engage. Oui, c'est ça. Alors, si la compagnie d'assurance arrive avec une valeur d'expertise vraiment significativement moins-disante par rapport à ce qui était sa propre perception en tant qu'assuré, on peut demander à un deuxième expert, bien sûr, de réaliser une contre-expertise. Et là, c'est vraiment une discussion, parfois un rapport de force avec la compagnie d'assurance qui va avoir lieu, en fait, tout simplement. Très bien. Alors, quel est le rôle des galeries d'art dans l'art wealth management? Alors là c'est une très très bonne question aussi. Enfin, toutes les questions jusqu'à présent ont été franchement intéressantes dans le sujet. Les galeries d'art, je pense que et les marchands et les professionnels en fait du commerce de l'art sont formidablement utiles pour faire vivre cet écosystème dans le premier marché. Donc le premier marché, c'est le marché où les œuvres sont vendues pour la première fois. Elles sortent de l'atelier et donc sont vendues pour la première fois dans le marché. Donc ça, c'est vraiment le premier marché. Puis quand ces œuvres sont revendues, on commence à parler de second marché ou de marché secondaire. Le problème qui peut se produire, c'est lorsque des galeristes, alors le rôle du galeriste, c'est d'expliquer le travail de ces artistes, de le mettre en valeur, d'en faire le marketing. Là où un problème peut survenir, c'est lorsque le galeriste se présente aussi comme un conseiller. Voilà, je deviens votre conseiller en art, mais je suis galeriste par ailleurs. Ça, c'est potentiellement assez problématique parce que tout le monde ici, autour de cette webconférence, comprend bien que les intérêts ne sont pas totalement alignés. L'intérêt du galeriste, c'est de vendre, certes, à une fair value, mais plutôt dans la partie haute de la fair value que dans la partie basse. L'intérêt de l'acheteur, c'est d'acheter évidemment, enfin plutôt dans la fair value, mais plutôt dans la partie basse de la fair value. Donc on voit bien qu'il y a déjà un écart d'alignement d'intérêt qui est évident et qui est extrêmement intuitif. De la même manière que si vous avez un objet à vendre et que vous vous présentez auprès d'un marchand d'art, l'objectif du marchand d'art va être, votre objectif à vous, c'est de vendre votre objet au prix le plus élevé possible, mais le marchand d'art, son intérêt, bien sûr, c'est de l'acheter au plus bas, le prix le plus bas possible, de manière à, une fois que l'œuvre est dans son stock, d'avoir une chance quand même de réaliser une plus-value un petit peu plus tard. On sent bien qu'il y a les intérêts ne sont pas forcément
bien alignés. La difficulté aujourd'hui, c'est que comme le métier du art advisory est relativement peu répandu en Europe, y compris au Royaume-Uni, et ce, par opposition à ce qu'on voit aux États-Unis. Les États-Unis sont un marché beaucoup plus mature que l'Europe, parce que dès lors que vous êtes à la recherche d'actifs, pour trouver des bons actifs, mais aussi au moment de décider de faire une acquisition, vous savez bien que le fait d'avoir un art advisor indépendant, ça a une très, très grande valeur. Et une des particularités d'un art advisor en termes d'éthique, c'est notamment que celui-ci ou celle-ci doit s'engager en fait à ne pas détenir de stock, c'est-à-dire ne pas être tenté de vous revendre finalement des objets pour réaliser une forme de double commission. Et parfois, vous avez des marchands d'art déguisés en art advisor. Vous avez des art advisors qui ont des accords avec des marchands d'art. Et ça, évidemment, c'est très problématique. Donc, dans le choix de votre conseiller en art, il est essentiel d'avoir affaire à des professionnels qui ont pris un certain nombre d'engagements forts. Évidemment, c'est aussi le travail du wealth manager ou de la banque privée d'identifier des professionnels qui sont dans les bons standards en termes de rigueur professionnelle et d'engagement éthique. Donc, la relation avec le galeriste, extraordinaire. Souvent pas de meilleur point d'entrée pour avoir un échange avec les artistes, pour établir une relation de confiance dans la durée, pour faire partie de la liste aussi des happy few qui vont se faire offrir la possibilité d'acheter des œuvres de manière préférentielle en termes d'ordre dans la liste d'attente, parce que parfois, sur certains artistes, vous avez de véritables listes d'attente qui se constituent. Donc, c'est très, très important de entretenir cette relation avec ces galeristes qui font un travail absolument, et je le répète, magnifique. Mais en même temps, je crois que c'est important, surtout lorsqu'il commence à y avoir un début d'enjeu financier, ça peut être très utile de se doter de la capacité, en fait, de décrypter ce que nous disent les galeristes, mais aussi de décrypter, d'analyser la valeur de marché qui est annoncée, les prix demandés avant de s'engager. Donc, fantastique d'avoir une belle relation avec les galeristes, mais très important d'être aussi assisté en matière de conseils indépendants par rapport à ce que vous disent les galeristes. Alors, d'ailleurs, de ce point de vue, nous, on a bien compris le travail important des galeristes, puisque le master travaille vraiment en collaboration étroite avec le comité professionnel des galeries d'art. Et nous avons bien compris quelle est l'importance de ce travail et de cette collaboration avec les galeristes. Alors, la vaste question, est-ce que la digitalisation va bousculer le monde de l'art au-delà des sessions? Online auction, quid des NFT? Notez-vous un intérêt de votre clientèle sur ces sujets? Alors, c'est une très très vaste question, mais quelques points de référence à ce sujet. D'abord, le post-Covid, hein, et pardon d'enfoncer une porte qui est grande ouverte pour tout le monde aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Et donc, le Covid, la crise sanitaire a accéléré ce processus de digitalisation des transactions dans le monde de l'art, ça c'est clair et net. L'an dernier, donc en 2021, les réalisés de façon 100% digitale dans le monde de l'art représentaient à peu près 20% du volume global. C'était 25% en 2020, donc au pic du Covid, lorsque vous n'aviez plus de foires physiques, lorsque vous n'aviez plus la possibilité de vous rendre physiquement aux enchères, que de toute façon, même les déplacements eux-mêmes étaient impossibles. Donc voilà, ça représentait 25%, mais enfin, le marché avait lui-même plongé de 25% global en termes de transactions. Là, aujourd'hui, à 20% du marché global réalisé de façon digitale, on est probablement sur un niveau son niveau actuel qui va probablement pas exploser l'année prochaine. Donc, on est voilà, sur environ 20% du marché réalisé en digital. Le digital a favorisé le développement des existences. Alors, ça ressemble à une platitude ou à une évidence que je suis en train de dire, mais derrière, en fait, ça signifie que
notamment à travers les plateformes qui font non pas de véritables enchères online, mais qui font vraiment du courtage en ligne en utilisant des mécanismes qui ressemblent à des enchères. Je ne vais pas nommer de nom ici, mais enfin, vous avez probablement ces grandes plateformes, les noms de ces grandes plateformes en tête. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à une maison d'enchères qui, comme je le disais tout à l'heure, donne sa garantie sur, par exemple, l'authenticité de ces objets, ces autres plateformes qui font en fait du courtage en ligne en utilisant des techniques d'enchères, en fait, qu'est-ce qu'elles font, ces plateformes? Elles proposent un objet, en général pendant une semaine ou deux, ou une série d'objets à la vente, et puis vous allez avoir des acheteurs potentiels, des bidders, qui vont proposer des offres d'achat. C'est des enchères à l'anglaise, donc en général, et donc c'est des ordres qui vont être passés de façon croissante. Et à la fin, au bout de la semaine, ou des 10 jours, ou des 2 semaines, on arrête le chronomètre et on voit qui a fait l'offre la plus élevée. À partir de ce moment-là, que fait la plateforme? En fait, la plateforme ne va pas elle-même réaliser la transaction, elle va mettre en relation l'acheteur et le vendeur. Lorsque vous avez un acheteur et un vendeur qui sont tous les deux, ou toutes les deux des personnes physiques, vous êtes dans une transaction privée entre deux personnes qui peuvent être situées dans deux lieux différents. Et donc là, vous avez un profil de risque qui est un petit peu particulier. Si vous avez une contestation sur l'authenticité ou sur l'état de conservation de l'objet une fois qu'il est arrivé, vous pouvez être dans une situation assez compliquée parce que vous ne pourrez pas nécessairement utiliser le droit de rétractation qui existe. Par exemple, en France, lorsque vous faites un achat à distance, pendant 14 jours, vous pouvez vous rétracter. Mais pourquoi? Parce que la personne en face est un vendeur professionnel, et là, vous êtes protégé. S'il s'agit d'un particulier, que ce particulier, a fortiori, est aux États-Unis, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Donc, je dirais que cette digitalisation des transactions, elle a une implication, c'est que le profil de risque et les paniers moyens, bien sûr, ont beaucoup augmenté. Ça, vous l'avez vu, enfin, tout le monde le voit. Donc, le risque attaché à ces actifs-là, à ces transactions un peu traditionnelles, est différent aujourd'hui et ça représente, en termes d'ampleur, un phénomène quand même suffisamment significatif pour que les risques, maintenant, aujourd'hui, ont été assez bien identifiés. Ça explique aussi pourquoi, finalement, ce sont plutôt les leaders du marché qui ont profité de cette vague digitale, parce que tout simplement, si vous faites un achat 100% digital via un Christie's ou un Sotheby's ou une galerie, vous avez confiance. Ce sont les leaders et vous savez que vous pouvez les engager en cas de difficulté, vous savez à qui vous allez vous adresser. Donc là, mais on est toujours dans le monde un peu traditionnel, si vous voulez. Pour continuer sur la question posée par ce participant ou cette participante, lorsqu'on parle de cryptoactifs ou de NFT, là, on parle d'un univers tout à fait différent de celui des collectionneurs ou des collectionneuses amateurs, amatrices d'art qu'on rencontre dans notre activité courante. De nombreux clients et clientes nous posent la question de que pensez-vous des NFT, qu'est-ce que c'est que ce mouvement, pourquoi des valeurs aussi importantes, etc. Donc on a tout un nombre d'informations, de points de vue à partager sur ce sujet-là, mais sans aller trop loin dans la discussion, mais pourtant le sujet mériterait vraiment un webinaire à lui tout seul. Je voudrais vraiment mettre en valeur un chiffre, 2 chiffres. C'est que le marché global des NFT en 2021, c'est à peu près, donc vous regarderez les chiffres produits par exemple par Non-Fungible, qui est ou One Construction, qui sont un autre site qui produisent des données de marché et qui en fait agrègent ce qui est recensé par les principales plateformes qui vendent des NFT. En fait, le marché global des NFT en 2021, c'était à peu près 20 milliards de dollars environ. Dans ces 20 milliards de dollars, à peu près 2 milliards de NFT artistiques. Par rapport à un marché global de l'art autour de 65 milliards. Donc, 2 milliards à l'intérieur d'un marché global de 20 milliards. En fait, qu'est-ce que c'est que les autres NFT? Ça va être des profils, vous savez, ça peut être des CryptoPunks ou des chimpanzés de la série Bored Apes et autres, dont vous allez faire l'acquisition pour pouvoir le coller sur votre profil dans les réseaux sociaux. Ça, ces projets-là, qu'on appelle les FFP, c'est
40% du marché du NFT. Le gaming, donc les attributs, les vêtements, les accessoires que vous achetez pour vous amuser dans un métaverse, c'est 20 ou 25% du marché, beaucoup plus que là. Donc je dirais que ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que lorsqu'on parle de NFT, finalement, on parle dans la majorité des transactions, je parle de volume et même en valeur l'an dernier, nettement moins d'art que d'autre chose. On parle vraiment d'autre chose. Mais c'est très intéressant, évidemment, de savoir de quoi on parle à l'intérieur de ces 2 milliards que j'évoquais tout à l'heure, s'intéresser à la pratique d'un Mike Winkelmann, alias Beeple, ou d'un Pac, ou d'autres artistes de cette trempe. C'est intéressant de le regarder, mais je trouve que dans la discussion autour des NFT, finalement, il y a un très fort focus sur l'élément spéculatif, l'élément financier. Finalement, c'est un petit peu au détriment des crypto-artistes, des artistes digitaux eux-mêmes. À l'intérieur de la communauté des artistes digitaux, ce qui est très intéressant et peut-être pas vraiment su, c'est que, en fait, vous avez vraiment d'un côté des personnes qui vraiment se considèrent comme de vrais artistes digitaux, qui font leur travail devant leur ordinateur et qui produisent des œuvres que ces artistes classeraient et que le marché pourrait classer dans la catégorie les beaux-arts. Et puis, de l'autre côté du range, vous avez des véritables studios de production avec parfois des dizaines de collaborateurs qui produisent des contenus en fait qui sont du design graphique et qui ensuite maîtrisent parfaitement les modes de commercialisation les plus modernes, les plus cutting edge. Et ces gens-là, en fait, représentent une partie significative du volume d'affaires. Est-ce qu'on est en train de parler de beaux-arts au sens, disons, un peu traditionnel du terme ou pas? Franchement, la question, elle est posée. Moi, j'ai un avis sur ce point-là, mais finalement, c'est un petit peu subjectif. Ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est que les transactions qui ont été réalisées en 2021, donc les 2 milliards de dollars sur œuvres d'art NFT que je mentionnais à l'instant, 75% sont des transactions de second marché. Donc ce sont des collectionneurs qui ont acheté des œuvres peu avant et qui vont les revendre. La durée de détention d'un NFT art, c'est ce qu'on voyait récemment dans le rapport Non-Fungible, un NFT tout court, la durée de détention, c'est environ 2 mois. Un NFT art, c'est 1 mois. Je ne pense pas qu'on parle des mêmes collectionneurs lorsqu'on parle de propriétaires d'œuvres d'art, de tableaux, de gravures, de peintures, de sculptures, de photographies et autres, versus les propriétaires de NFT. On peut avoir bien sûr affaire à des personnes tout à fait passionnées, mais ce n'est pas du tout la même démarche. Donc c'est très intéressant comme sujet à creuser. Évidemment, pour nous, c'est quelque chose qu'on regarde et qui est absolument fascinant et sur lequel on se documente beaucoup. Mais j'essaie de résumer là, les quelques points clés qui, à mon avis, me permettent déjà de se faire une bonne opinion préliminaire sur ce sujet-là. Merci Laurent. Déjà, nous avons passé déjà un bon moment avec vous. Et voilà que de sujets que nous avons la chance d'approfondir dans le cadre du master de gestion de patrimoine artistique privé, donc en septembre avec vous et bien d'autres. Et puis déjà en juillet aussi à Londres avec toute l'équipe de Christie's Education. Donc c'est sans fin. Là, malheureusement, on va être obligé de terminer ce webinaire qui est vraiment passionnant. Et encore merci d'avoir accepté, d'avoir été notre invité. Ça a été vraiment avec joie, Amélie. Merci 1000 fois. Je dirais quand même une chose importante, c'est que le sujet, il est sans fin, mais dans le master que vous avez mis en place, je dirais que vous avez fait l'effort pour bien borner les choses malgré tout. Donc, vous dotez quand même les participants des outils qui permettent ensuite de naviguer quand même assez sereinement dans cet univers qui est effectivement extraordinairement profond. Entrer dans le monde de l'art, finalement, c'est une aventure, c'est un voyage qui vous emmène potentiellement très loin. Mais ce que je trouve vraiment fantastique dans la façon dont vous avez créé, structuré ce séminaire, c'est que voilà, il permet de
poser ces points de repère qui sont tellement importants dans cet univers assez peu transparent par ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Très bien. Merci Laurent. Merci Merci beaucoup. à tous d'avoir participé à ce webinaire et en espérant vous retrouver tous très, très vite.